Chaque matin, dans des millions de foyers à travers le monde, une scène silencieuse se répète. Avant même que les yeux ne soient complètement ouverts, une main se tend vers le téléphone. La lumière froide de l'écran illumine un visage encore endormi, et en quelques secondes, le cerveau est submergé d'informations, de notifications, de stimuli conçus pour capter, retenir et apaiser l'attention. Dehors, le monde continue de tourner, avec ses défis, ses incertitudes et ses possibilités. Mais à l'intérieur, la journée commence déjà bercée par le confort. Personne ne l'a explicitement enseigné, mais l'humanité a atteint un étrange point de son évolution. Il n'a jamais été aussi facile de survivre, et il n'a jamais été aussi difficile de se sentir pleinement vivant. L'histoire qui se déploie dans les pages de * La crise du confort * de Michael Easter ne se résume pas à l'endurance physique ou aux aventures extrêmes dans des contrées reculées. Elle aborde un sujet bien plus intime et universel, le conflit entre un cerveau primitif, conçu pour relever des défis constants, et un monde moderne qui élimine systématiquement presque tout inconfort. Il s'agit d'une exploration de la façon dont un confort excessif peut se transformer en un piège invisible, qui affaiblit lentement le corps, disperse l'esprit et diminue la capacité à trouver un sens à la vie. Le problème n'est pas le confort en soi. Le confort a été l'un des moteurs du progrès humain pendant des millénaires. Les outils, la médecine, la technologie et l'organisation sociale ont tous émergé précisément pour réduire les souffrances inutiles. Le problème survient lorsque le confort cesse d'être un outil et devient un environnement omniprésent, lorsque l'absence de friction devient la norme permanente, lorsque le défi, l'anticipation, l'effort et l'incertitude disparaissent presque entièrement du paysage quotidien. À ce moment-là, quelque chose de profond commence à changer. Le corps humain n'a pas évolué pour rester immobile devant des écrans pendant des heures. L'esprit n'a pas évolué pour recevoir une gratification instantanée toutes les quelques secondes. Le système émotionnel n'a pas évolué pour vivre à l'abri de tout effort ou risque. Pourtant, l'environnement moderne offre exactement cela: température contrôlée, aliments riches en calories immédiatement disponibles, divertissement sans fin, transport qui élimine tout mouvement physique et appareils conçus pour minimiser le moindre moment d'ennui. Le résultat n'est pas nécessairement le bonheur. C'est là que réside le mystère que Michael Easter entreprend d'explorer. Comment expliquer qu'une société baignée de confort connaisse une augmentation de l'anxiété, de la dépression, de l'obésité et d'un sentiment de vide existentiel? Comment expliquer que moins l'effort est requis, plus les individus semblent fragiles face aux inévitables épreuves de la vie? La réponse ne se présente pas sous la forme d'un simple diagnostic médical ou psychologique. Elle se révèle être un récit mêlant exploration, science, histoire et réflexion philosophique. À travers des expériences vécues et des études rigoureuses, Easter démontre que l'être humain possède une extraordinaire capacité d'adaptation, mais que cette même capacité peut se retourner contre lui lorsque l'environnement supprime toute résistance. L'adaptation humaine est une arme à double tranchant. Lorsque l'environnement exige un effort physique, le corps se fortifie. Lorsqu'il exige une résilience mentale, l'esprit apprend à tolérer l'inconfort et à y trouver un sens. Mais lorsque l'environnement offre des récompenses faciles, un divertissement permanent et un soulagement immédiat de tout inconfort, le système interne se réoriente vers la fragilité. Ce qui était autrefois tolérable devient insupportable. Ce qui était jadis un défi exaltant est désormais perçu comme une menace écrasante. Le confort constant, loin de libérer l'individu, peut l'enchaîner à une dépendance silencieuse. Dans ce contexte, le récit devient une invitation à considérer le monde moderne sous un autre angle. Non pas comme un ennemi à rejeter en bloc, mais comme un système nécessitant un équilibre conscient. Car le paradoxe central est puissant: plus on évite l'inconfort, plus la vie devient pénible. Les petits désagréments du quotidien: marcher longtemps, supporter les variations de température, attendre sans distraction, affronter l'ennui, l'effort physique n'étaient pas des défauts du passé, mais des exercices d'entraînement invisibles qui renforçaient la résilience humaine. En disparaissant, ils laissent un vide qu'aucune technologie ne peut combler pleinement. Le lecteur commence à comprendre que l'inconfort n'est pas simplement un obstacle à surmonter, mais une force formatrice. Un outil d'évolution. Une source de croissance psychologique et physique.
Cette introduction à cette idée n'est pas un discours moralisateur. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ni d'idéaliser les épreuves extrêmes. Il s'agit de retrouver un équilibre perdu, une relation plus consciente à l'effort et au défi. Car, au final, la question n'est pas de savoir si le confort est bon ou mauvais. La question est de savoir jusqu'à quel point un être humain peut le tolérer avant de perdre quelque chose d'essentiel. Le monde moderne offre des réponses rapides, mais invite rarement à une réflexion profonde sur leurs conséquences. Le rythme du progrès a été si vertigineux que peu de générations ont eu le temps de s'adapter pleinement à ses effets psychologiques et biologiques. Le cerveau humain, façonné pendant des milliers d'années par la rareté et l'incertitude, évolue désormais dans un environnement d'abondance constante. Et cette abondance, paradoxalement, peut engendrer de nouvelles formes de rareté, une rareté de sens, une rareté de résilience émotionnelle, une rareté d'expériences véritablement stimulantes. Dans ce récit haletant, le protagoniste n'est pas un individu en particulier, mais l'humanité elle-même confrontée à un miroir inconfortable. Un miroir qui révèle des habitudes inconscientes, des choix automatiques et des systèmes conçus pour maximiser la facilité au détriment de l'épanouissement. Le livre vous invite à imaginer une question sous-jacente à chaque chapitre: et si la clé d'une vie plus épanouissante ne résidait pas dans l'élimination de l'inconfort, mais dans l'apprentissage du choix délibéré de celui-ci? Au fil du voyage, une intuition puissante se fait jour: l'inconfort volontaire peut devenir un chemin vers la liberté. Non pas une liberté superficielle fondée sur le refus de tout effort, mais une liberté profonde, basée sur la capacité à l'affronter. Ainsi, l'introduction donne le ton d'une exploration qui dépasse le cadre du développement personnel conventionnel. Elle ne promet ni solution miracle ni formule magique. Elle ouvre plutôt la porte à une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain à une époque où tout semble conçu pour éviter l'effort. Car peut-être le prix invisible du confort moderne n'est-il pas simplement physique ou psychologique? Peut-être est-il existentiel. Peut-être, sans nous en rendre compte, avons-nous bâti un monde si confortable qu'il menace de nous éloigner de ce qui nous faisait nous sentir pleinement vivants. Il existe une idée profondément ancrée dans la mentalité moderne: si l'on élimine suffisamment de difficultés, le bonheur suivra naturellement. Depuis des siècles, l'humanité poursuit cette promesse. Chaque progrès technologique, chaque innovation sociale et chaque système conçu pour optimiser le quotidien semble répondre à la même aspiration tacite: mieux vivre signifie vivre plus facilement. Pourtant, lorsqu'on examine de près l'expérience humaine contemporaine, un paradoxe troublant se dessine. À mesure que la vie devient plus confortable, la souffrance ne disparaît pas; dans bien des cas, elle se transforme, s'intensifie ou prend des formes plus difficiles à identifier. Michael Easter explore cette contradiction avec une perspective qui mêle curiosité scientifique et réflexion philosophique. Son argument remet en question une hypothèse fondamentale: le confort absolu n'est peut-être pas l'antidote à la souffrance, mais plutôt l'une de ses sources invisibles. Les êtres humains ont évolué dans des environnements où l'inconfort n'était pas un choix, mais une constante. Le froid, la chaleur, la faim occasionnelle, l'activité physique, l'incertitude et la nécessité de la coopération sociale étaient des éléments incontournables de l'existence quotidienne. Ces épreuves n'étaient pas de simples obstacles, ces stimuli ont façonné le corps et l'esprit, créant des systèmes internes conçus pour s'adapter, résister et évoluer. Le problème survient lorsque cet environnement change plus vite que la biologie. En quelques générations seulement, l'humanité est passée de longues marches à des heures passées assises. D'une absence prolongée de stimulation à un flux constant de divertissement numérique. De la gratification différée à une vie baignée de plaisirs immédiats. Il ne s'agit pas simplement d'un changement d'habitude, mais d'une transformation profonde de la façon dont le cerveau interprète l'effort, le plaisir et le sens. Le paradoxe apparaît alors clairement: l'élimination systématique de l'inconfort peut certes réduire certains types de souffrances physiques, mais elle peut aussi amplifier la souffrance psychologique. Quand tout est facile, l'esprit perd ses repères face à la véritable difficulté. Les petites frustrations prennent une intensité disproportionnée. L'ennui devient insupportable. L'attente est perçue comme une menace. La résilience, autrefois forgée quotidiennement par les défis du quotidien, commence à s'affaiblir.
Hister décrit le fonctionnement du cerveau humain comme un système d'étalonnage constant. Il s'adapte au niveau de stimulation et d'effort auquel il est exposé. Si la vie est exigeante, le seuil de tolérance augmente. Si la vie est peu exigeante, ce seuil diminue. Il ne s'agit pas d'une décision consciente, mais d'un processus biologique automatique. Ainsi, un monde conçu pour éliminer les frictions peut engendrer des individus moins préparés à affronter les difficultés inévitables qui ne disparaîtront jamais complètement. La souffrance ne s'éradique pas, elle se transforme simplement. Anxiété chronique, sentiment de vide, difficulté de concentration, épuisement émotionnel sans cause apparente, tous ces phénomènes peuvent être interprétés comme les symptômes d'une déconnexion entre l'environnement moderne et les besoins fondamentaux de l'être humain. Plus profondément, le paradoxe du confort révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du sens. Les êtres humains ne recherchent pas seulement le plaisir, ils recherchent aussi des défis qui donnent un sens à leur existence. Surmonter les obstacles active des systèmes psychologiques qui génèrent une satisfaction durable. L'effort crée un récit. La difficulté donne du sens à la réussite. Sans contraste, le plaisir perd de son intensité. Un repas exquis perd de son impact lorsqu'il devient banal. Le divertissement perd de sa capacité à surprendre lorsqu'il est disponible 24 heures sur 24. Même le repos perd de sa valeur lorsqu'il ne fait plus suite à un effort authentique. Un confort constant réduit la palette émotionnelle, engendrant une sorte d'engourdissement existentiel. Pack suggère que ce phénomène s'observe dans différents aspects de la vie moderne. La conception de produits numériques visant à maximiser le temps d'utilisation, par exemple, crée des cycles de récompense rapides qui habituent le cerveau à rechercher des stimuli toujours plus fréquents. Il en résulte une moindre tolérance au silence, à l'ennui et à la réflexion profonde. Les individus commencent à éviter toute expérience qui n'offre pas de gratification immédiate. Et c'est là qu'apparaît une souffrance particulièrement moderne, l'incapacité à être pleinement présent sans distraction. Autrefois, l'ennui était inévitable. Aujourd'hui, il est optionnel. Mais cette option a un coût invisible. L'ennui n'était pas un simple vide, c'était un espace propice à la créativité, à l'introspection et à la clarté mentale. En l'éliminant complètement, l'esprit perd l'un de ses outils les plus importants pour traiter les émotions et construire du sens. Le paradoxe devient encore plus flagrant lorsqu'on considère le domaine physique. La réduction de l'activité physique, facilitée par la technologie, diminue l'effort nécessaire pour accomplir les tâches les plus élémentaires. Or, le corps humain a besoin d'efforts pour fonctionner correctement. Sans elles, des maladies liées à la sédentarité, une baisse d'énergie et un sentiment général de déconnexion avec sa propre vitalité apparaissent. Le corps, comme l'esprit, s'affaiblit en l'absence de toute résistance. Cette idée peut être dérangeante car elle remet en question le récit dominant du progrès comme élimination totale de l'effort. Mais Hister ne propose pas de rejeter la modernité ni d'abandonner ses bienfaits. Son message est plus nuancé, le problème n'est pas le confort en soi, mais le manque d'équilibre. L'essentiel est de reconnaître qu'une certaine dose d'inconfort est non seulement inévitable, mais nécessaire. L'inconfort agit comme un stimulant qui éveille des capacités latentes. Il nous oblige à nous adapter, à apprendre, à évoluer. Il génère un contraste émotionnel et renforce le sentiment d'accomplissement. En l'absence d'inconfort, l'expérience humaine s'aplatit, dépourvue d'intensité véritable. Dans cette leçon fondamentale, le paradoxe du confort et de la souffrance humaine se révèle comme un puissant rappel. Le chemin d'une vie épanouie ne consiste pas à éviter toutes les difficultés, mais à choisir consciemment celles qui méritent d'être affrontées. Un confort illimité peut sembler une victoire, mais il peut aussi devenir une prison invisible. Une prison où l'individu perd peu à peu sa capacité de résister, de s'adapter et de trouver un sens à l'effort. La véritable question qui se pose n'est pas d'éliminer le malaise, mais de s'y réconcilier. Car peut-être la souffrance la plus profonde ne provient-elle pas d'un excès de défi, mais de l'absence de ce qui nous pousse à évoluer. L'être humain possède une capacité extraordinaire qui lui a permis de survivre pendant des millénaires, l'adaptation.
Il ne s'agit pas seulement d'une adaptation physique aux températures extrêmes ou aux environnements hostiles, mais d'une profonde flexibilité qui imprègne le corps, le cerveau et même l'identité. L'adaptation est cette force invisible qui transforme l'expérience répétée en normalité, l'effort constant en compétence et l'inconfort persistant en résilience. Mais cette même capacité recèle un paradoxe dangereux. Le cerveau ne fait pas la distinction entre les adaptations qui renforcent et celles qui affaiblissent. Il réagit simplement à l'environnement. Il se recalibre silencieusement en fonction des exigences auxquelles il est confronté. Michael Easter examine cette réalité sous un angle fascinant. Le problème ne réside pas seulement dans nos actions, mais aussi dans l'environnement dans lequel nous vivons. Parce que l'environnement moderne a été conçu, dans une large mesure, pour réduire l'effort nécessaire, le cerveau réagit à cette réduction en diminuant sa tolérance aux défis. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à modifier sa structure et son fonctionnement en réponse à l'expérience, est l'un des concepts clés pour comprendre cette leçon. Chaque habitude, chaque stimulus répété, chaque choix quotidien laisse une trace. Les réseaux neuronaux se renforcent avec l'usage et s'affaiblissent avec la négligence. Si une personne est régulièrement confrontée à des défis physiques, son corps s'adapte en augmentant sa force et son endurance. Si elle est confrontée à des défis mentaux, sa capacité de concentration et de résolution de problèmes s'accroît. Mais si elle est constamment exposée à des stimuli faciles, à des récompenses immédiates et à une absence de difficulté, le cerveau apprend à fonctionner avec ce niveau d'effort réduit. Il en résulte un phénomène silencieux, la diminution progressive du seuil de tolérance. Ce qui paraissait autrefois gérable commence à sembler insurmontable. Des tâches simples génèrent un stress disproportionné. L'effort soutenu devient épuisant. La patience diminue. L'attention se fragmente. Non pas parce que l'individu est intrinsèquement faible, mais parce que l'environnement a façonné sa capacité d'adaptation pour le confort. Easter décrit comment cette dynamique peut être observée dans de nombreux domaines. L'un d'eux est le système de récompense du cerveau, profondément influencé par la dopamine. Dans les environnements ancestraux, les récompenses étaient rares et exigeaient des efforts considérables. Trouver de la nourriture, résoudre des problèmes complexes ou établir des liens sociaux demandaient du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, de nombreuses récompenses sont instantanément accessibles, un clic procure du divertissement, une notification offre une validation sociale, une application délivre des stimuli conçus pour maximiser le plaisir immédiat. Le cerveau assimile rapidement cette nouvelle logique. Il s'habitue au cycle de récompense rapide et ajuste ses attentes. De ce fait, les expériences exigeant un effort soutenu paraissent moins attrayantes. L'adaptation, qui constituait à l'origine un avantage évolutif, devient un piège. L'individu se met à éviter les situations qui ne procurent pas de gratification immédiate. La concentration profonde devient difficile car le cerveau s'attend à une stimulation constante. L'inconfort émotionnel est perçu comme quelque chose à éliminer rapidement, et non comme un signal à explorer. Ce processus est inconscient. Il est progressif, presque imperceptible. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant. L'environnement moderne redéfinit également la perception de l'effort physique. L'automatisation a réduit le besoin de mouvements corporels au quotidien. Marcher de longues distances, porter des charges lourdes ou effectuer des tâches manuelles ne sont plus des nécessités fondamentales pour la survie. Bien que cela représente une avancée technologique significative, cela élimine également des stimuli fondamentaux dont le corps a besoin pour maintenir son équilibre. Lorsque le cerveau perçoit une moindre sollicitation physique, il réduit l'énergie consacrée aux systèmes qui ne semblent plus nécessaires. Il en résulte une fatigue chronique, une sensation de manque d'énergie et une déconnexion progressive avec sa propre vitalité. Mais l'adaptation fonctionne dans les deux sens. De même que le cerveau peut s'affaiblir dans des environnements excessivement confortables, il peut aussi se renforcer lorsqu'un certain inconfort est intentionnellement introduit. S'exposer à des défis contrôlés, entreprendre des tâches exigeant une concentration intense, pratiquer des activités physiques exigeantes ou affronter des situations sociales inconfortables sont autant de moyens de recalibrer le système interne. Le principe est simple mais puissant, le cerveau devient ce qu'il pratique.
Cette idée change la perspective sur la motivation. Nombreux sont ceux qui pensent devoir se sentir motivés avant d'agir. Or, d'un point de vue adaptatif, l'action précède le changement. Le cerveau n'attend pas que les émotions se transforment, il réagit aux comportements répétés. En s'exposant à de petites doses d'inconfort volontaire, l'individu commence à élargir progressivement sa zone de tolérance. Ce qui paraissait difficile devient gérable. Ce qui semblait insupportable perd de son intensité. Pack suggère que la clé ne réside pas dans la recherche d'expériences extrêmes, mais dans la réintroduction des défis naturels que l'environnement moderne a éliminés. Marcher davantage, réduire sa dépendance à la stimulation constante, cultiver la patience, tolérer le silence, accepter l'ennui comme partie intégrante du processus créatif. Chacune de ces actions envoie des signaux au cerveau, l'effort est sans danger, l'inconfort est tolérable, la croissance est possible. Le changement ne s'opère pas instantanément. L'adaptation exige du temps et de la constance. Mais son effet cumulatif peut transformer profondément notre perception de la réalité. L'esprit devient plus stable face au stress. Le corps retrouve son énergie. L'attention est renforcée. Et, peut-être plus important encore, un sentiment renouvelé de maîtrise de soi émerge. Car comprendre l'adaptation humaine implique de reconnaître une vérité libératrice, l'environnement nous influence, mais nous pouvons aussi façonner notre environnement. Des choix apparemment anodins, l'organisation de la journée, les stimuli autorisés, les défis relevés créent un écosystème qui façonne l'esprit. Il ne s'agit pas d'une volonté infinie, mais de créer les conditions propices à des adaptations positives. La leçon fondamentale ici n'est pas seulement scientifique, c'est une question existentielle. Les êtres humains ne sont pas des entités statiques. Ce sont des processus dynamiques qui réagissent constamment à leur environnement. Et à une époque où le confort extrême est de mise, la responsabilité consciente est plus importante que jamais. Car l'adaptation est un processus continu. La seule question est, le cerveau s'adapte-t-il pour devenir plus fort ou plus fragile ? Il existe une différence subtile, mais profondément significative, entre l'inconfort imposé par les circonstances et l'inconfort délibérément choisi. Le premier est souvent perçu comme une menace, le second peut devenir un outil de transformation. Au cœur de Astérisque, la crise du confort Astérisque, Michael Easter explore cette idée avec une clarté qui remet en question nombre de croyances modernes. Lorsque l'inconfort est consciemment choisi, il cesse d'être un ennemi et devient un maître silencieux. Pendant des siècles, les êtres humains ont vécu entourés de défis inévitables. L'effort physique était essentiel à la survie. Le froid et la chaleur étaient des expériences constantes. L'incertitude faisait partie du quotidien. Nul besoin de rechercher l'inconfort, car le monde l'offrait naturellement. Aujourd'hui, cependant, nombre de ces frictions ont disparu. Et avec elles, des occasions essentielles de fortifier le corps et l'esprit. L'inconfort volontaire apparaît comme une réponse consciente à ce déséquilibre. Il ne s'agit pas de souffrance inutile ni d'une glorification extrême de la force. Il s'agit de retrouver la capacité d'affronter les défis choisis, ceux qui repoussent les limites personnelles et éveillent des ressources intérieures qui restent latentes dans des environnements trop confortables. La transformation commence par un changement de perception. Ce qui était auparavant éviter l'effort physique intense, le silence prolongé, l'ennui, la confrontation à la peur n'est plus perçue comme négatif, mais comme un entraînement. Pack illustre à quel point cette pratique est profondément ancrée dans la biologie et la psychologie humaine. Lorsqu'une personne s'expose volontairement à un défi, son cerveau interprète l'expérience différemment que lorsqu'un inconfort est inattendu ou imposé. Ce choix génère un sentiment de contrôle. Le défi devient un jeu sérieux, une exploration consciente de ses propres limites. Ce changement modifie la réponse émotionnelle. Au lieu d'activer uniquement des mécanismes de défense, l'esprit active des systèmes d'apprentissage et d'adaptation. L'inconfort cesse d'être un signe de danger absolu et se transforme en une occasion d'enrichir son identité. Ce concept rappelle des pratiques ancestrales présentes dans de nombreuses cultures, rites d'initiation, épreuves physiques, retraites spirituelles, jeûnes, pèlerinages. Bien que différentes dans leur forme, elles partageaient tout un élément commun,
la recherche intentionnelle d'expériences difficiles comme chemin vers la croissance. La modernité, en éliminant de nombreux inconforts naturels, a également éliminé ces espaces de transformation. Cependant, le besoin humain de relever des défis n'a pas disparu. Un sentiment d'insatisfaction persiste. Lorsque la vie manque de défis stimulants, on peut éprouver une sensation de stagnation difficile à expliquer. Matériellement, tout semble aller bien, mais il manque quelque chose. Ce sentiment de vide n'est pas toujours dû à un manque de plaisir, mais plutôt à un manque d'évolution. L'inconfort volontaire comble ce vide. Non pas parce qu'il cause de la souffrance, mais parce qu'il crée un contraste. Le contraste entre l'effort et le repos, entre le défi et la récompense, entre l'incertitude et la réussite. Easter explique comment même de petites doses d'inconfort peuvent avoir des effets profonds. Marcher longtemps sans distraction numérique, s'exposer à un froid ou une chaleur contrôlée, pratiquer une activité physique intense, apprendre de nouvelles compétences qui requièrent de la patience. Chacune de ces expériences envoie un message au cerveau, l'individu est capable d'affronter bien plus qu'il ne le croit. Et cette perception transforme l'identité. La confiance qui en découle n'est ni superficielle ni fondée sur des affirmations positives, c'est une confiance incarnée, forgée par l'expérience directe. L'esprit se souvient d'avoir surmonté des difficultés choisies et utilise ce souvenir comme point de repère pour affronter les défis inattendus. Une idée puissante se dégage alors, l'inconfort volontaire prépare à l'inconfort inévitable. La vie, quel que soit l'environnement moderne, sera toujours ponctuée de pertes, de changements et de situations difficiles. Mais ceux qui s'exposent consciemment à l'effort développent une plus grande résilience émotionnelle. Le système nerveux apprend que l'inconfort n'est ni permanent ni nécessairement dangereux. Cet apprentissage réduit la peur. Et en réduisant la peur, il accroît la liberté. L'individu commence à explorer des domaines auparavant évités. Il ose entreprendre des projets complexes, avoir des conversations difficiles, se libérer des automatismes. L'inconfort cesse d'être un obstacle et devient un territoire de découverte. De plus, l'inconfort volontaire favorise une connexion plus profonde avec le présent. Dans des environnements extrêmement confortables, l'esprit a tendance à vagabonder, cherchant constamment une stimulation supplémentaire. Mais lorsque le corps est confronté à un véritable défi physique ou mental, l'attention se concentre naturellement sur l'instant présent. Le présent devient intense. L'expérience est plus vivante. Ce phénomène explique peut-être pourquoi beaucoup de gens décrivent des activités exigeantes, comme les longues marches, les sports intenses ou les défis personnels, comme des expériences profondément significatives. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais précisément parce qu'elles ne le sont pas. La difficulté donne de la profondeur. Cependant, Pack met également en garde contre une idée fausse répandue, l'inconfort volontaire ne doit pas se transformer en obsession des extrêmes. Il ne s'agit pas de faire preuve d'une force constante ni de rechercher la souffrance comme une fin en soi. L'objectif est de trouver un équilibre où le défi est suffisant pour stimuler la croissance sans nuire. C'est une danse entre sécurité et exploration. Chacun doit découvrir le type d'inconfort qui lui permet de s'épanouir sans s'effondrer. Cette idée introduit un changement radical dans le rapport au bien-être. Au lieu de rechercher exclusivement des états agréables, l'individu apprend à valoriser les expériences qui allient effort et sens. Le bonheur cesse de dépendre uniquement de l'absence de difficultés et commence à émerger du processus même où l'on les affronte. L'inconfort volontaire redéfinit le concept de liberté. Il ne s'agit pas de la liberté d'éviter tout effort, mais de la liberté de choisir les efforts qui en valent la peine. Et dans cet acte de choix, une transformation profonde s'opère, l'individu cesse d'être un consommateur passif de confort et devient un acteur de sa propre expérience. La leçon fondamentale apparaît clairement, l'inconfort consciemment choisi ne limite pas la vie, il l'enrichit. Car, au final, ce que les épreuves révèlent aussi. Elles dévoilent des capacités insoupçonnées, des forces oubliées et une vérité essentielle que le confort excessif tend à occulter. L'être humain est fait non seulement pour survivre aux épreuves, mais aussi pour y trouver une source profonde de sens et de croissance. L'histoire de l'humanité est celle de la résilience.
Des premiers hominidés parcourant les plaines aux agriculteurs bravant les saisons imprévisibles, chaque génération a développé des compétences et des mécanismes de survie dans des environnements impitoyables. Froid, faim, soif, intempéries, maladies et efforts physiques constants faisaient partie du quotidien. Chaque épreuve relevée renforçait non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Cette force héritée est aujourd'hui connue sous le nom de résilience ancestrale, la capacité à résister, à s'adapter et à prospérer face à l'adversité. Michael Easter nous invite à réfléchir à ce que nous avons perdu en abandonnant ces environnements exigeants. Le confort moderne, avec ses progrès technologiques et sa promesse d'éliminer les obstacles, a radicalement transformé l'expérience humaine. La marche a été remplacée par les transports motorisés, l'effort physique important a été minimisé par les outils et les machines, et les difficultés qui forgeaient autrefois le caractère se résolvent désormais en quelques clics, achats ou applications. Ce qui était jadis un entraînement constant à la résilience a été remplacé par la commodité instantanée. Cette perte a des conséquences profondes, bien que subtiles. La résilience ne se résume pas à la force physique ou à l'endurance mentale, il s'agit d'un réseau complexe de compétences biologiques, psychologiques et sociales qui se développent grâce à une exposition régulière aux défis. En vivant dans une facilité excessive, le corps et l'esprit s'affaiblissent insidieusement. Le système cardiovasculaire perd de sa vigueur, les muscles se dégonflent, l'esprit perd en concentration et en tolérance au stress, et le moral flanche au moindre signe d'inconfort. Ce qui était autrefois naturel et banal, une longue marche, un effort prolongé, un défi physique devient alors un obstacle perçu comme épuisant, voire insurmontable. Easter se penche sur des exemples contemporains de ce déclin silencieux. Il observe comment les athlètes qui s'entraînent régulièrement développent non seulement force et endurance, mais aussi une résilience psychologique qui se transpose à d'autres domaines de la vie, la capacité à gérer des problèmes complexes, à tolérer l'incertitude et à garder son calme sous pression. À l'inverse, ceux qui ont vécu toute leur vie dans un confort excessif se montrent souvent vulnérables au moindre stress. Une mauvaise nouvelle, un retard imprévu, un problème physique mineur peuvent leur paraître insupportables. La facilité de la vie a affaibli leur capacité d'adaptation. Selon Easter, la résilience ancestrale ne se limitait pas au domaine physique. La vie de nos ancêtres exigeait des décisions stratégiques constantes. Quand chasser, quel itinéraire emprunter, comment gérer des ressources rares, comment collaborer au sein de groupes sociaux complexes. Chaque choix comportait des risques et des efforts. Cet apprentissage continu forgeait des compétences cognitives et émotionnelles qui leur permettaient d'anticiper, de planifier et de réagir efficacement face à l'incertitude. Le confort moderne élimine nombre de ces stimuli. La planification se réduit au suivi de calendriers numériques, la prévoyance se limite à la gestion des achats et des paiements, et les interactions sociales sont remplacées par des échanges virtuels soigneusement contrôlés. Il en résulte une sorte d'atrophie psychologique. L'esprit, habitué à des environnements prévisibles et rassurants, perd sa capacité d'improviser, de tolérer l'incertitude et d'affronter l'inattendu avec sérénité. Ce qui était autrefois une résilience naturelle exige désormais un effort conscient pour être recréé. Easter souligne qu'il ne s'agit pas d'un échec individuel, mais d'une conséquence directe de la structure de la vie moderne. La résilience ancestrale comportait également une dimension communautaire. Dans des environnements hostiles, la coopération était essentielle à la survie. Le partage des épreuves renforçait les liens sociaux et favorisait la confiance dans la capacité à affronter l'inconnu ensemble. Aujourd'hui, la technologie et le confort individuel ont affaibli nombre de ces liens. Les interactions sont fragmentées, la collaboration profonde est rare et l'exposition à des défis partagés, l'une des sources les plus puissantes de résilience, devient exceptionnelle. Autrement dit, en vivant trop facilement, nous affaiblissons non seulement notre résilience personnelle, mais aussi notre capacité à nous appuyer sur les autres et à compter sur eux dans les moments difficiles. Easter souligne que l'inconfort volontaire peut être un outil pour retrouver une partie de cette résilience perdue. Les activités qui imitent les défis ancestraux, longues marches, travail physique soutenu, exposition contrôlée au froid ou à la chaleur, exercice exigeant concentration et endurance renforcent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Chaque effort consciemment choisi nous rappelle ce que le corps et l'esprit peuvent endurer,
restaurant ainsi la confiance en sa capacité d'adaptation. Mais la résilience ne se limite pas à l'exercice physique. Intégrer les défis mentaux et émotionnels est tout aussi crucial. Affronter la peur, tolérer l'incertitude, prendre des risques calculés et s'exposer à des situations sociales inconfortables sont des manières modernes de recréer les épreuves ancestrales. Chacune de ces expériences développe la tolérance et la sécurité intérieure, renforçant le système émotionnel que la vie moderne a tendance à atrophier. L'une des observations les plus pertinentes d'Easter est que la résilience ancestrale nous a non seulement protégés des menaces immédiates, mais a aussi forgé un profond sentiment d'identité et de raison d'être. Surmonter de véritables difficultés donnait du sens à la vie, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose face à l'adversité renforçait l'estime de soi, le sentiment de compétence et l'appartenance à la communauté. Aujourd'hui, beaucoup ressentent un manque de sens car les défis ont été remplacés par des solutions instantanées. Le confort dilue la réussite, l'identité perd de sa force. La bonne nouvelle, selon Easter, est que la résilience ancestrale peut être réactivée, même dans les environnements modernes. Nul besoin de retourner au passé ni de vivre dans des conditions extrêmes, mais nous pouvons recréer les stimuli qui ont fortifié nos ancêtres. Accepter l'inconfort et se confronter progressivement aux défis permet de reconstruire les capacités perdues. Ce faisant, nous renforçons non seulement notre corps et notre esprit, mais nous retrouvons aussi un sentiment d'autonomie et de raison d'être que le confort tend à éroder. La résilience ancestrale n'est donc ni un luxe ni une curiosité historique, c'est une nécessité d'adaptation. L'ignorer a des conséquences invisibles mais profondes: vulnérabilité au stress, incapacité à soutenir un effort prolongé, perte de concentration, diminution de la tolérance émotionnelle et sentiment de vide existentiel. À l'inverse, l'embrasser délibérément nous permet de reconstruire la force physique, mentale et émotionnelle qui a toujours été à la disposition de l'humanité, mais qui a été affaiblie par un confort excessif. En fin de compte, la leçon est claire: vivre trop facilement a un prix silencieux. Le confort absolu élimine les stimuli qui ont façonné nos corps, nos esprits et nos communautés. Retrouver notre résilience perdue n'est pas un acte de nostalgie, mais une stratégie consciente pour renouer avec nos capacités fondamentales. En choisissant délibérément d'affronter les défis, nous nous rapprochons de cette force ancestrale qui nous a permis de survivre, de prospérer et de trouver un sens à notre existence dans un monde incertain. La résilience ancestrale ne se résume pas à survivre, il s'agit de vivre pleinement, avec intensité, conscience et détermination. Et seuls ceux qui choisissent de sortir de leur zone de confort peuvent à nouveau ressentir ce pouvoir transformateur. Dans le cerveau humain, une substance chimique silencieuse guide une grande partie de nos comportements, la dopamine. Cette molécule, produite par le cerveau, est responsable de la motivation, de l'anticipation et du plaisir. Sans elle, le monde perdrait son sens de la récompense. Mais dans notre monde moderne, où la facilité et la gratification instantanée sont omniprésentes, la dopamine est devenue une force qui, paradoxalement, peut nous piéger et nous affaiblir. Michael Easter consacre une part importante de ses recherches à l'étude de l'influence de l'exposition constante à des stimuli riches en dopamine sur la vie contemporaine. Chaque notification, chaque message sur les réseaux sociaux, chaque courte vidéo divertissante, chaque repas ultra transformé conçu pour être irrésistible, active intensément et de façon répétée le système de récompense du cerveau. Pendant des siècles, le cerveau a évolué pour répondre à des récompenses rares et précieuses. Trouver des aliments nutritifs, découvrir des ressources, atteindre un objectif difficile ou nouer des relations sociales stables exigeait des efforts et du temps. Chaque succès libérait de la dopamine à petite dose, soigneusement dosée, apprenant au cerveau à valoriser la persévérance et la patience. Aujourd'hui, ce dosage est rompu. Le monde moderne offre une gratification instantanée à un rythme inédit pour le cerveau. La dopamine est libérée en continu et le système de récompense est saturé. Ce qui exigeait autrefois un effort est désormais facile à obtenir, et le cerveau ajuste ses attentes. Les stimuli simples du quotidien cessent d'être satisfaisants. Il en résulte une sorte de fatigue émotionnelle et motivationnelle, ce qui suffisait auparavant paraît désormais insuffisant, et l'individu se retrouve pris au piège d'un cycle sans fin de recherche constante du plaisir.
Ce piège devient plus insidieux lorsque la distraction est perçue comme un mécanisme de protection. Dans des environnements riches en stimuli, le cerveau apprend à détourner son attention de toute sensation désagréable ou ennuyeuse. L'ennui, jadis catalyseur de créativité et de résolution de problèmes, est maintenant perçu comme une menace. L'esprit recherche constamment divertissement et gratification, évitant de se confronter à lui-même ou aux défis qui requièrent de la patience. Cette distraction constante diminue la capacité de concentration profonde, la tolérance à la frustration et la résilience émotionnelle. Easter soutient que la dopamine n'est pas intrinsèquement mauvaise, en réalité, elle est essentielle à la motivation et à l'action. Le problème survient lorsque le cerveau s'habitue à des niveaux élevés et constants de libération de dopamine. La sensibilité au plaisir naturel diminue et la récompense devient un objectif inatteignable sans stimuli artificiels. La vie, sans filtre ni pause, perd de son intensité et de son sens. Chaque expérience qui procurait autrefois de la satisfaction exige désormais une stimulation accrue pour susciter la même réaction émotionnelle. Cette dynamique a des conséquences profondes sur tous les aspects de la vie moderne. Le travail exigeant un effort soutenu est perçu comme fastidieux, tandis que les activités générant une dose rapide de dopamine comme la navigation sur les réseaux sociaux ou la consommation de contenu numérique deviennent irrésistibles. Les relations humaines en souffrent car le cerveau recherche la gratification immédiate au lieu d'investir dans des liens qui requièrent patience, compréhension et tolérance. Même le repos perd de sa valeur car l'esprit est avide de stimulation constante et s'impatiente face au calme. Easter propose une solution, la pratique délibérée de l'inconfort et la restriction des stimuli. En réduisant volontairement l'exposition aux sources de dopamine rapide, le cerveau commence à recalibrer son système de récompense. Des activités simples comme marcher sans distraction, passer du temps en silence, accomplir des tâches physiques exigeantes ou relever des défis mentaux prolongés génèrent une libération de dopamine plus naturelle et équilibrée. Cette pratique permet non seulement de retrouver la capacité d'éprouver un plaisir authentique, mais aussi de renforcer la concentration, la résilience et l'aptitude à trouver un sens à un effort soutenu. La dopamine, lorsqu'elle est bien gérée, est un puissant outil de développement. Elle nous motive à poursuivre des objectifs, à surmonter les difficultés et à acquérir de nouvelles compétences. Mais dans le monde moderne, où la gratification instantanée est la norme, elle peut devenir un tyran silencieux. La clé, selon Easter, réside dans l'apprentissage de la gestion de l'exposition à la dopamine, choisir quand, comment et pendant combien de temps nous laissons cette hormone guider notre comportement. Cette approche exige conscience et discipline. Elle implique de reconnaître les schémas de récompense automatique qui conditionnent notre attention et notre énergie. Elle implique de comprendre que le confort et le plaisir immédiat ne sont pas nécessairement synonymes de satisfaction durable. Et, surtout, elle implique de redécouvrir la valeur de l'attente, de l'effort prolongé et du contraste entre défis et récompense. En ce sens, la leçon devient à la fois philosophique et pratique. La dopamine et la distraction sont le reflet de notre biologie, mais aussi celui de la culture moderne. La capacité à résister au piège du plaisir constant est un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. En affrontant délibérément des situations qui exigent patience, effort ou tolérance à l'ennui, le cerveau se fortifie, le système de récompense se rééquilibre et un sentiment de sens s'éveille, que la gratification instantanée ne peut offrir. Easter illustre ce principe à travers les exemples d'athlètes, d'aventuriers et de personnes qui relèvent des défis volontaires. Chaque exposition à un effort prolongé, à un inconfort maîtrisé ou à une abstinence consciente de stimuli riches en dopamine renforce non seulement le corps et l'esprit, mais apprend aussi à apprécier les récompenses naturelles et à savourer les moments de calme et de réflexion. L'intensité de la vie s'en trouve amplifiée, non pas par une augmentation des stimuli, mais par un réajustement de la perception. Le piège du plaisir constant n'est donc pas une fatalité, mais une occasion d'apprendre. Comprendre comment la dopamine influence nos choix nous permet de prendre des décisions plus conscientes, de créer un environnement qui équilibre stimulation et effort, et de réactiver des capacités qu'une vie confortable a tendance à atrophier. Ce faisant, les individus améliorent non seulement leur bien-être physique et émotionnel, mais retrouvent aussi la capacité de trouver du sens,
un but et une véritable satisfaction dans chaque réussite, aussi modeste soit-elle. En fin de compte, cette leçon fondamentale nous rappelle que la gratification instantanée et le confort constant peuvent être des alliés trompeurs. La dopamine est un puissant moteur, mais sans limite ni conscience, elle engendre distraction, fatigue émotionnelle et insatisfaction. La véritable liberté et la satisfaction proviennent d'une gestion consciente des récompenses, choisir quand relever le défi, quand rechercher le calme et quand permettre au corps et à l'esprit de se renforcer par une difficulté maîtrisée. C'est seulement ainsi que la vie cesse d'être une succession de stimuli superficiels et se transforme en une expérience pleine, intense et profondément significative. Dans un monde où la gratification instantanée est omniprésente, le mot « discipline » peut paraître désuet, sévère, voire contraignant. Pourtant, Michael Easter nous invite à le reconsidérer, la discipline n'est pas une contrainte, mais un chemin vers la liberté. C'est la force qui permet à chacun de s'affranchir des limites invisibles imposées par le confort et la distraction, et de reprendre le contrôle de son corps, de son esprit et de sa vie. La discipline physique et mentale, selon Easter, est l'outil qui nous permet de rééquilibrer notre rapport à l'inconfort. Dans les sociétés ancestrales, cette discipline ne s'apprenait ni dans les salles de sport ni dans les livres de développement personnel, elle se vivait. Le corps et l'esprit étaient entraînés simultanément, car la survie exigeait force physique, endurance et lucidité dans des situations de stress constant. Chaque défi, chaque effort soutenu, chaque décision exigeant de la maîtrise de soi forgeait l'individu, développant des compétences que nous associons aujourd'hui à la résilience, à la concentration et à la capacité de profiter pleinement de la vie. De nos jours, cette discipline a été supplantée par la facilité. Les transports automatisés, le travail sédentaire, la restauration rapide et la stimulation numérique permanente ont réduit le besoin d'efforts conscients. En conséquence, le corps s'affaiblit, l'esprit se fragmente et le sentiment de contrôle diminue. La liberté apparente d'une vie confortable se transforme paradoxalement en une forme de dépendance. Nous comptons sur des stimuli extérieurs pour le plaisir, sur les commodités technologiques pour rester actifs et sur les distractions numériques pour supporter l'ennui. La discipline, au contraire, offre une liberté authentique. Chaque habitude qui exige un effort conscient, chaque routine qui fortifie le corps et l'esprit, engendre l'autonomie. Lorsque les individus développent la capacité de soutenir un effort prolongé, de résister à la gratification immédiate et d'affronter délibérément l'inconfort, leur vie cesse d'être déterminée par les circonstances extérieures. La liberté ne dépend plus de l'absence d'obstacles, mais devient la capacité d'agir intentionnellement, même dans un environnement difficile. Easter souligne que la discipline ne doit pas être perçue comme un acte isolé, mais comme un système intégré reliant le corps et l'esprit. La pratique physique fortifie l'esprit et la pratique mentale fortifie le corps, dans un cercle vertueux. Par exemple, les entraînements qui sollicitent l'endurance physique développent la tolérance à la douleur et à la fatigue, renforçant la patience et la pleine conscience. De même, les exercices mentaux qui requièrent concentration, maîtrise des émotions et prise de décision réfléchie renforcent la capacité d'agir avec détermination face aux défis physiques ou sociaux. La discipline est donc un entraînement holistique qui prépare les individus à affronter aussi bien l'inconfort volontaire que les inévitables épreuves de la vie. Le pouvoir de la discipline réside dans son effet cumulatif. Chaque action disciplinée, aussi minime soit-elle, engendre un changement intérieur qui se multiplie avec le temps. Se lever tôt, maintenir une routine sportive, limiter son exposition aux distractions numériques, cultiver la patience et la tolérance à l'ennui, toutes ces pratiques peuvent sembler insignifiantes prises isolément, mais ensemble, elles créent un schéma de force qui redéfinit le rapport de l'individu au monde. La discipline transforme l'inconfort en opportunité et l'effort en véritable plaisir, car chaque action renforce le sentiment de compétence et de maîtrise. Easter souligne également la dimension émotionnelle de la discipline. La capacité à résister à la gratification immédiate et à soutenir un effort prolongé développe une confiance intérieure qu'aucun confort extérieur ne peut procurer. Cette confiance se traduit par une liberté émotionnelle. L'individu apprend à gérer ses réactions face à la frustration, à l'anxiété ou à l'incertitude, sans chercher à éliminer tout stimulus désagréable.
La discipline enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la fuite des difficultés, mais dans la maîtrise de sa réaction face à elles. La discipline physique et mentale engendre également clarté et sens. En relevant des défis délibérément choisis, l'esprit apprend à distinguer le futile de l'essentiel. L'exposition constante à la gratification immédiate brouille cette distinction, créant une vie dominée par la recherche du plaisir superficiel. La pratique disciplinée, en revanche, rétablit ce contraste. L'effort prolongé, l'acceptation de l'inconfort et une attention soutenue permettent à l'individu de reconnaître la valeur des accomplissements durables et des expériences significatives. En ce sens, la discipline devient un filtre qui sépare l'essentiel de l'accessoire, et une carte qui nous guide vers des objectifs qui comptent vraiment. Pâques illustre comment cette discipline peut s'intégrer progressivement et durablement à la vie moderne. Elle ne requiert ni gestes extrêmes ni sacrifices impossibles, mais plutôt de petites décisions répétées qui renforcent l'autonomie intérieure. Marcher sans distraction, pratiquer une activité physique exigeante mais accessible, limiter son exposition aux écrans, s'adonner à des exercices de concentration et de réflexion, chacun de ces actes accroît notre résilience, notre tolérance à l'inconfort et notre sentiment de liberté. La discipline, dans sa forme la plus aboutie, transforme également notre rapport au plaisir. Lorsque le cerveau est entraîné à tolérer l'inconfort et à maintenir l'effort, le plaisir cesse de dépendre de stimuli externes constants. Manger, se reposer, socialiser et profiter de la nature retrouvent toute leur intensité, car ces activités sont perçues comme de véritables récompenses, fruits de l'effort et de l'attention. La vie acquiert un rythme naturel de tension et de détente, de défis et de récompenses, qui active pleinement notre expérience émotionnelle et physique. De plus, la discipline renforce l'identité. Chaque action soutenue consolide le sentiment de cohérence intérieure, l'individu se reconnaît comme capable, constant et conscient de ses choix. Cette identité forgée par la discipline devient une ressource qui s'active automatiquement dans les moments difficiles. La fatigue, l'adversité ou le stress perdent leur pouvoir de paralysie, car l'habitude de relever des défis choisis renforce la confiance en sa capacité d'adaptation. En définitive, Pâques nous rappelle que la discipline n'est pas une limite imposée par la vie, mais un chemin vers l'épanouissement de l'être. La liberté ne s'acquiert pas en évitant l'inconfort, mais en développant la force intérieure nécessaire pour l'affronter avec lucidité, détermination et résilience. Chaque effort conscient, chaque habitude disciplinée, est un acte d'émancipation face au confort excessif, à la gratification instantanée et aux distractions constantes. La discipline physique et mentale nous enseigne que la véritable autonomie n'est pas un état passif, mais une pratique active. En entraînant délibérément son corps et son esprit, l'individu retrouve la capacité de choisir, d'agir avec intention et de trouver un sens même dans les situations difficiles. Cette leçon fondamentale révèle une vérité essentielle. La véritable liberté ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à les affronter avec force, lucidité et détermination. Ainsi, la discipline cesse d'être un devoir extérieur et devient une ressource intérieure. C'est le chemin qui permet aux êtres humains de renouer avec leur force ancestrale, de redécouvrir la capacité de grandir face à l'adversité et de vivre pleinement, intensément et dans une liberté authentique. Dans la 7e leçon, Michael Easter nous invite à dépasser la discipline, l'inconfort volontaire et la résilience ancestrale. Il nous pousse à nous interroger sur une question fondamentale: comment mener une vie non seulement résiliente et équilibrée, mais aussi profondément significative et authentiquement nôtre? La réponse, selon Easter, ne réside pas dans le confort et les routines automatiques de la vie moderne, mais dans la construction consciente d'une existence qui allie défi, raison d'être et connexion à ce qui nous fait vibrer. Le concept de « vie sauvage » qu'il propose n'est ni littéral ni primitif, il ne s'agit pas d'abandonner la société ni de vivre isolé dans la nature. Il s'agit plutôt d'un rapport au monde qui retrouve l'intensité et le sens que nos ancêtres vivaient au quotidien. Une vie sauvage intègre l'inconfort choisi, l'aventure, le contact avec la nature, l'effort physique et mental, et une connexion consciente à la réalité, au-delà des écrans, des stimuli artificiels et de la gratification instantanée. Easter nous rappelle que le confort excessif a perverti notre perception de la valeur.
Ce qui exigeait autrefois des efforts et procurait une profonde satisfaction est désormais perçu comme optionnel, voire superflu. Manger des aliments frais et préparés avec soin, marcher longtemps sans distraction, se confronter à des défis physiques ou émotionnels, avoir des conversations profondes, réfléchir en silence, tous ces actes autrefois inévitables sont désormais des choix conscients. Et c'est précisément parce qu'il s'agit de choix qu'ils ont le pouvoir de transformer des vies. Construire une vie plus authentique commence par une prise de conscience. Cela implique de reconnaître quels aspects de notre existence ont été façonnés par le confort et la gratification immédiate, et lesquels ont été négligés au détriment de notre vitalité et de notre raison d'être. Easter souligne qu'une vie plus authentique ne consiste pas à éviter la technologie ou la modernité, mais à les intégrer de manière à favoriser l'épanouissement personnel, et non la passivité. Cela signifie fixer des limites claires, choisir ou investir son temps et son énergie, et créer des environnements qui stimulent et renforcent le corps et l'esprit. L'un des piliers de cette vie choisie est l'exposition à des défis significatifs. Tous les défis ne se valent pas, certains sont superficiels, faciles à surmonter et sans impact durable, tandis que d'autres, choisis intentionnellement, ont le pouvoir de changer notre perception de nous-mêmes et du monde. Easter propose que chacun identifie les domaines où il peut repousser ses limites physiques, mentales ou émotionnelles et transforme ces défis en habitudes renforçant la résilience, la concentration, la tolérance au stress et le sentiment d'accomplissement. L'effort physique demeure essentiel. Marcher longtemps, courir, nager, grimper, porter des charges, pratiquer des sports exigeants ou simplement bouger régulièrement sollicite non seulement la force du corps, mais aussi celle de l'esprit. Chaque répétition, chaque minute de fatigue, chaque effort physique soutenu renforce le sentiment de capacité, de discipline et de liberté. Easter souligne que cette pratique ne doit pas être perçue comme une punition ou une obligation, c'est un choix conscient qui permet à chacun de retrouver son équilibre intérieur et de se ressourcer. Le second pilier est la connexion consciente. Vivre en pleine nature implique une relation intentionnelle avec la nature, avec les autres et avec soi-même. Les environnements naturels offrent des stimuli qui mettent le corps et l'esprit à l'épreuve en douceur, le froid, la chaleur, la résistance du terrain, l'incertitude du temps. La nature nous rappelle que nous faisons partie d'un écosystème plus vaste, que nos capacités physiques et mentales ont une finalité, et que la survie et l'épanouissement dépendent de l'adaptation et de la pleine conscience. Les relations humaines, quant à elles, doivent être cultivées en profondeur, conversation profonde, collaboration authentique, empathie active. La modernité fragmente l'attention sociale, mais la faune sauvage cherche à la restaurer par des interactions qui requièrent présence, écoute et vulnérabilité. Le troisième pilier est l'attention et la présence. La vie moderne, saturée de distractions numériques et de gratification instantanée, nous pousse vers une existence superficielle, où les moments s'écoulent sans être pleinement vécus. Bâtir une vie riche de sens exige de ralentir, d'observer et de s'engager consciemment dans chaque action. Une attention soutenue aux tâches physiques, mentales ou émotionnelles permet à l'esprit d'atteindre un état de grâce, au corps de fonctionner à son efficacité maximale et à l'expérience humaine de retrouver toute son intensité. Easter affirme que la pleine conscience n'est pas un luxe, c'est un élément essentiel pour vivre avec authenticité et détermination. Le quatrième pilier est le sens. Une vie sauvage et consciente ne se contente pas de rechercher des expériences intenses, elle recherche des expériences qui ont un but au-delà du plaisir immédiat. Chaque défi, chaque habitude, chaque effort devrait contribuer à un plus grand sentiment d'accomplissement, d'apprentissage ou de connexion. Easter souligne que le sens se trouve autant dans la relation que l'on entretient avec ses propres réussites que dans la contribution à quelque chose de plus grand, la communauté, la nature, la créativité, la mémoire historique ou les liens affectifs. Un sens profond ne s'obtient pas dans un confort passif, il se découvre en s'exposant délibérément aux défis qui enrichissent l'existence. Construire cette vie exige une intention et une pratique soutenue. Cela implique de faire des choix conscients quant à l'investissement de son temps, de son énergie et de son attention. Cela implique de rejeter la gratification instantanée qui affaiblit et de privilégier les expériences enrichissantes. Cela implique de comprendre que l'inconfort, loin d'être un obstacle, est un instrument de transformation.
Easter souligne que chaque choix conscient renforce le pouvoir d'agir personnel. Plus on choisit délibérément le défi, la présence et la connexion, plus on devient capable de vivre avec autonomie et profondeur. Une vie plus sauvage, plus consciente et plus riche de sens n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Chaque jour offre des occasions de relever des défis choisis, de pratiquer la discipline, de se reconnecter à la nature, d'approfondir ses relations et de faire l'expérience de la pleine conscience. En intégrant ces éléments, les individus reconstruisent des capacités érodées par le confort de la vie moderne, résilience physique et mentale, tolérance au stress, capacité de concentration, sens de la vie et sentiment d'une authentique liberté. Easter souligne que cette transformation ne requiert ni extrêmes ni sacrifices impossibles. Il ne s'agit pas de renoncer aux progrès de la modernité, mais de les intégrer à un projet de vie favorisant l'épanouissement personnel. La vie moderne peut être une alliée, si elle est vécue consciemment, et un obstacle, si le confort et la gratification immédiate prennent le dessus. L'équilibre entre défis, discipline, lien social et présence est essentiel pour vivre pleinement, quel que soit l'environnement. En définitive, construire une vie plus sauvage, plus consciente et plus riche de sens, c'est retrouver ce qui a été perdu au fil des siècles de confort excessif, un sentiment de vitalité, la confiance en ses capacités, une profondeur émotionnelle et la conviction que chaque effort, chaque réussite et chaque expérience a une réelle valeur. C'est l'aboutissement d'enseignements antérieurs, l'acceptation de l'inconfort, la discipline, la gestion de la dopamine, la résilience ancestrale et l'adaptation consciente. Ensemble, ces pratiques permettent à la vie de cesser d'être un flux passif de stimuli superficiels et de se transformer en un processus actif, intense et profondément enrichissant. Easter conclut que construire cette vie exige du courage, le courage de remettre en question la facilité, de résister aux distractions, de tolérer l'inconfort et de cultiver des habitudes qui fortifient. Mais cela offre aussi la récompense la plus pure, une existence où chaque jour est vécu pleinement, où chaque expérience a du sens et où chaque défi relevé renforce la liberté personnelle. Vivre intensément et en pleine conscience n'est ni un luxe d'antan ni un idéal romantique, c'est une stratégie consciente pour reprendre le contrôle de sa vie, retrouver une vitalité perdue et bâtir un héritage de sens, de force et d'authenticité qui transcende le confort moderne. La vie moderne, avec sa promesse de facilité, de gratification instantanée et de confort ininterrompu, a créé une illusion, elle nous fait croire que nous pouvons éviter l'effort, l'inconfort et les défis sans aucun prix. Mais Michael Easter, tout au long de la crise du confort nous rappelle que cette croyance est une dangereuse illusion. Le véritable épanouissement, la vitalité, la résilience et le sens de la vie ne naissent pas d'un confort absolu, ils naissent de la capacité à choisir consciemment l'inconfort, à affronter des défis délibérés et à rééduquer notre esprit et notre corps pour retrouver la force que la vie facile tend à éroder. Choisir à nouveau l'inconfort n'est pas un acte de masochisme ni un sacrifice inutile. C'est un acte de restauration, de reconnexion avec ce qui nous rend pleinement humains. L'inconfort choisi agit comme un miroir, il reflète notre véritable potentiel, notre force intérieure et notre capacité d'adaptation aux changements inévitables de la vie. Lorsque nous affrontons volontairement l'inconfort, nous découvrons que nous sommes plus forts que nous le pensions, que nos limites sont plus vastes et que la vie peut être plus riche, plus intense et plus significative que notre routine confortable ne nous le permet. Pâques nous montre qu'au niveau biologique, notre esprit et notre corps sont conçus pour s'épanouir dans des environnements qui mettent à l'épreuve notre confort. L'exposition contrôlée à l'effort physique, la pratique régulière d'une discipline mentale, la régulation consciente de la dopamine et la participation à des expériences exigeant un effort soutenu rééquilibrent notre système nerveux et renforcent notre résilience. Ce rééquilibrage améliore non seulement notre tolérance au stress et à la douleur, mais nous permet aussi d'éprouver une satisfaction authentique, une joie profonde et un sentiment d'accomplissement qu'un confort extrême ne peut procurer. Le retour volontaire à l'inconfort nous reconnecte également à l'histoire de notre espèce. Nos ancêtres, confrontés quotidiennement au froid, à la faim, à la fatigue et à l'incertitude, ont développé des capacités physiques, cognitives et émotionnelles qui ont assuré leur survie et favorisé leur résilience. La modernité a réduit ces exigences, nombre de nos capacités latentes restent dormantes, sous-utilisées.
Choisir délibérément l'inconfort nous permet de réactiver ses aptitudes ancestrales, l'endurance physique, la maîtrise de soi, la patience, la résolution de problèmes et la capacité de trouver un sens même dans les circonstances difficiles. Mais l'inconfort n'est pas qu'un entraînement à la survie, c'est un vecteur de liberté. La véritable liberté ne consiste pas à supprimer les obstacles ni à éviter la souffrance. Il s'agit d'avoir la capacité d'agir avec intention, de choisir sa voie et de persévérer face à l'adversité sans dépendre de stimuli extérieurs. Chaque fois que nous relevons un défi volontaire, chaque fois que nous résistons à la gratification instantanée ou que nous endurons l'ennui pour poursuivre un objectif plus profond, nous renforçons notre autonomie intérieure. Le confort passif limite, l'inconfort choisi libère. Cette leçon se reflète également dans notre rapport au plaisir et à la motivation. L'exposition constante à la gratification instantanée, aux stimuli numériques et aux récompenses rapides diminue la sensibilité naturelle du cerveau à la satisfaction. En réduisant la dopamine de manière contrôlée, en limitant l'exposition aux stimuli superficiels et en choisissant des défis qui exigent un effort soutenu, nous retrouvons la capacité d'éprouver un plaisir authentique et un sens durable à notre existence. Manger, se reposer, socialiser ou accomplir une tâche significative acquiert une véritable profondeur et une intensité qu'une vie confortable permet rarement. L'inconfort volontaire non seulement renforce l'individu, mais transforme aussi sa perception du monde. Chaque défi relevé consciemment modifie notre interprétation de la difficulté, de l'échec et de l'effort. Ce qui paraissait autrefois insurmontable devient une occasion d'apprendre, de grandir et de réaffirmer nos capacités. Easter souligne que cette transformation ne dépend pas d'exploits extraordinaires ni d'expériences extrêmes, même de petites doses quotidiennes, régulières et volontaires d'inconfort produisent des changements profonds et durables dans le corps et l'esprit. De plus, choisir consciemment l'inconfort restaure notre sentiment de maîtrise et de raison d'être, que la facilité tend à éroder. Le confort excessif engendre la passivité, l'esprit s'habitue à tout recevoir sans effort, à dépendre des stimuli extérieurs et à éviter les défis. L'inconfort choisi brise la passivité, nous rappelant que nous sommes capables de décider, d'agir et de tenir bon face à l'adversité. Il nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise de notre environnement, mais dans la maîtrise de notre réaction à celui-ci, dans le développement de notre capacité d'adaptation et dans la reconquête de l'autonomie intérieure qui nous permet de vivre pleinement. Easter souligne également que ce chemin vers l'inconfort n'est ni linéaire ni uniforme. Chacun doit découvrir quels défis sont porteurs de sens, soutenables et transformateurs. L'inconfort choisi peut se manifester physiquement par un exercice intense, un contact avec la nature ou une endurance prolongée mentalement par une concentration soutenue, un apprentissage délibéré ou la méditation et émotionnellement par des relations profondes, des conversations difficiles et la confrontation à nos peurs intérieures. La clé réside dans l'intention, chaque acte doit être une décision consciente visant à repousser nos limites et à retrouver notre vitalité. Concevoir sa vie de cette manière, avec un inconfort volontaire et des défis choisis, nous permet d'atteindre ce qu'Easter décrit comme une vie sauvage, consciente et pleine de sens. Il ne s'agit ni d'un retour au passé ni d'une quête des extrêmes, il s'agit d'intégrer des principes ancestraux à la vie moderne. C'est une pratique consciente qui allie discipline, confrontation à la difficulté, gestion de la dopamine et une connexion profonde avec l'environnement, les autres et soi-même. Chaque décision consciente renforce la résilience, élargit la perception de la liberté et enrichit le sens de l'existence. La conclusion inévitable de cette leçon est que le confort absolu, aussi séduisant soit-il, est une illusion d'épanouissement. Une vie vécue sans défi, sans effort ni tension volontaire peut être sûre et confortable, mais elle manque d'intensité, de profondeur et de sens. L'inconfort choisi, en revanche, offre l'antidote, il transforme l'esprit, fortifie le corps, éveille la créativité et nous permet de vivre la vie dans toute sa complexité et sa richesse. En choisissant à nouveau l'inconfort, chacun redécouvre la force qui a toujours été en lui, sa capacité à résister, à s'adapter et à évoluer. Il retrouve la vitalité que la routine confortable avait émoussée. Il renoue avec un sentiment d'accomplissement authentique, avec la satisfaction qui découle d'un effort soutenu et avec la liberté qui naît de l'autonomie intérieure.
L'inconfort cesse d'être un obstacle redouté et devient un outil délibéré pour vivre pleinement. Pâques nous lègue une idée puissante et durable. Une vie pleine n'est pas une vie qui évite les difficultés, mais une vie qui les affronte avec intention, conscience et détermination. Choisir volontairement l'inconfort, c'est choisir la liberté, la résilience et le sens. C'est reconnaître que chaque défi relevé, chaque effort soutenu et chaque acte de résistance délibéré nous rapproche de la version la plus forte, la plus consciente et la plus authentique de nous-mêmes. Choisir à nouveau l'inconfort n'est pas un sacrifice, c'est un acte d'amour-propre et de reconnexion à notre essence humaine. C'est le chemin qui transforme la vie, la faisant passer de la passivité à l'activité, du superficiel au profond, du confortable à l'intense. C'est la clé pour retrouver ce que la modernité nous a dérobé, la vitalité, le sens de notre existence et la capacité de vivre pleinement. Ainsi, la question finale que nous pose Pâques, dont la résonance dépasse largement la lecture du livre, est intemporelle. Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion d'un confort constant pour affronter un inconfort choisi, à travers lui, vivre avec une véritable liberté, force et sens ? Car dans ce choix, dans cet acte conscient, réside la vie pleine et entière, celle qui interpelle, transforme et, en fin de compte, libère.